Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette table ronde du MEG. Quels défis et quelles solutions pour réduire l'empreinte carbone de vos vêtements? J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Nous et toutes nos intervenantes sont bien installées, enfin je l'espère, au MEG, à différents endroits de notre bâtiment. Vous reconnaîtrez peut-être la bibliothèque, certains espaces que vous avez peut-être déjà visités. Euh, on vous rappelle que le MEG est ouvert si vous avez envie de venir nous rendre visite. Et puis, je vais laisser la parole. Ah oui, je vous rappelle aussi que la conférence est aussi en ligne actuellement sur Facebook et sera aussi rediffusée sur YouTube, sur le YouTube du MEG, auquel je vous conseille vivement de vous abonner, évidemment, parce qu'on a plein de contenus super à vous partager. Je vais laisser la parole à notre animatrice du jour, Katia Vladimirova, qui est collaboratrice scientifique à l'Université de Genève, qui travaille sur les thèmes de l'éthique, de la durabilité et de la consommation et de la mode. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. À tout à l'heure. Merci, bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai eu le plaisir d'être invitée par Meg pour aider à concevoir et animer cet événement aujourd'hui. Ma tâche aujourd'hui est de vous donner une brève introduction sur le sujet de la mode et durabilité. Et après, puis d'animer un débat entre nos merveilleuses intervenantes qui je présenterai bientôt, mais maintenant, je pense, au début. Aujourd'hui, avec nous, on a Jean-François Gesser, coordinatrice du mouvement Fast Fashion, enfin Fashion Revolution en Suisse romande et fondatrice du label du mode équitable AP Sind. Aurélie Pittori, vendeuse et curatrice du compte Instagram de seconde main Not Only Gucci. Gigi Guia, spécialiste en responsabilité sociale des entreprises et cofondatrice de la boutique de mode de luxe éthique et d'upcycling Downtown Uptown Genève. Et Karine Ayel Durand, anthropologue sociale, conservatrice en chef, responsable de l'unité collection OMEG. Bonjour à toutes. Et si je, si je dis quelque chose pas très bien, vous pouvez me corriger après. Mais maintenant, je vous présente une brève introduction de quelques minutes sur le sujet de mode et durabilité. Beaucoup d'entre vous ont probablement entendu dire que la façon dont nous produisons et consommons la mode n'est pas durable. C'est vrai. Certains d'entre vous ont peut-être vu des documentaires sur le sujet, comme par exemple The True Cost 2014 ou River Blue. Beaucoup ont vu des campagnes sur les réseaux sociaux de la Fashion Revolution qui a fabriqué mes vêtements Who Made My Clothes et peut-être même participer ou organiser des événements dans le cadre de la semaine de la Fashion Revolution en avril chaque année. La plupart de ces sources sont apparues après l'accident du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh, qui a coûté la vie à plus de 1000 travailleurs, pour la plupart principalement les femmes, qui ont fabriqué les vêtements pour des marques occidentales de mode rapide. Il est clair que la mode a un problème de durabilité. Elle pose des défis sociaux et environnementaux. En avril 2019, très récemment, l'Agence européenne pour l'environnement a publié un rapport sur les textiles et l'environnement dans une économie circulaire. Le rapport, délivré par un consortium des centres de recherche et des experts, indique qu'en Europe, la consommation de vêtements, des chaussures et des textiles d'habitation occupe la
quatrième place parmi les plus hautes catégories de la pression lors de l'utilisation des matières premières. Après, les catégories comme mobilité, transport, alimentation et énergie. La mode et les vêtements représentent également la deuxième catégorie de pression la plus élevée en termes d'utilisation du sol et cinquième en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il est important de noter que les régions les plus affectées par les effets négatifs de la consommation européenne de la mode sont les plus vulnérables et moins riches pays producteurs. Les données disponibles indiquent que le volume du système mondial de mode a doublé depuis 2000, l'année 2000, et a dépassé des 5 milliards de vêtements produits par an en 2014. Vous imaginez combien pour chaque personne? On a plus que 14 vêtements. L'un des principaux moteurs de cette croissance est bien sûr le segment de la mode rapide, de fast fashion, qui est apparu au milieu des années 90 et a transformé la façon dont les vêtements sont fabriqués et consommés. Le modèle économique de la mode rapide repose sur la rotation rapide des vastes volumes de vêtements pas chers et permet d'obtenir des prix bas en externalisant les coûts sociaux et environnementaux. La production donc est transférée vers les pays en développement où la protection du travail et les réglementations environnementales sont médiocres, faibles ou presque absentes. Les modèles de consommation ont également changé. Les principales consommatrices de la mode rapide, les jeunes femmes urbaines de la classe moyenne, se sont habituées à traiter les vêtements comme un produit jetable plutôt comme un investissement. Une personne moyenne en 2014 a gardé ses vêtements 2 fois moins longtemps qu'en 2000. La génération Y et la génération Z ont perdu des compétences importantes de réparation de vêtements qui étaient plus courantes parmi les générations passées. L'industrie de la mode repousse non seulement le plafond environnemental, mais elle ne respecte non plus les normes sociales minimales. La mode rapide a peut-être créé de nouveaux lieux de travail dans les pays du Sud, ça c'est vrai, mais à titre d'exemple classique d'une poursuite capitaliste incontrôlée, qui n'est pas limitée par réglementation internationale complète, l'industrie n'a pas réussi à distribuer les richesses qu'elle créait pour remédier aux inégalités en son sein. Pour garantir les prix bas aux consommatrices et consommateurs du Nord, l'industrie de mode repose sur des pratiques d'exploitation ou esclavage moderne dans toutes ces chaînes d'approvisionnement, en particulier dans les pays producteurs du Sud. Parmi les exemples récents de telles violations de droits de l'homme, citons le recours au travail des enfants dans la production de coton en Asie centrale, le travail forcé des réfugiés ouïghours dans la production textile en Chine et la prévention de l'auto-organisation des travailleurs et la formation de syndicats au Bangladesh. Il est important de noter que l'Europe ne mène pas la croissance de la mode rapide aujourd'hui. Les marchés à la croissance la plus rapide sont la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et le Mexique, des économies en croissance avec des aspirations et des modes de vie des classes moyennes. Pourtant, l'Europe reste l'un des plus grands marchés du monde. Alors qu'en moyenne, dans le monde, une personne achète 5 kg de vêtements par an, en Europe et en Amérique du Nord, ce chiffre atteint 28 kg par an. Une forme d'hégémonie culturelle occidentale, les modes de vie européens et nord-américains encouragent également des pratiques de consommation de mode et une mentalité de la mode jetable auprès des élites et de la classe moyenne dans les pays moins riches. Si la Suisse a un marché d'habillement plus petit que le Royaume-Uni, par exemple l'Italie, la France ou l'Allemagne, elle est néanmoins également complice de la perpétuation des pratiques de mode rapide non durables, malgré le pouvoir d'achat plus élevé de ses consommateurs. Le système de la mode exige un changement systémique à tous les niveaux vers l'objectif normatif de durabilité, y compris l'industrie elle-même, les politiques et réglementations nationales
est internationale et les pratiques de consommation. L'éducation et les changements de comportement des consommateurs soutenus par les options politiques pertinentes restent essentiels pour parvenir à une transition vers la mode circulaire. Nous avons besoin d'un changement d'esprit de la possession à partager, promouvoir une utilisation et une réutilisation plus longue de vêtements, améliorer les compétences de réparation ainsi que séparation et prévention des déchets. L'action la plus efficace que les consommateurs peuvent entreprendre pour réduire l'empreinte carbone de leurs vêtements consiste à utiliser leurs vêtements plus longtemps. Je termine ici et je passe à une conversation avec notre intervenante. Et j'ai quelques questions pour vous. On a déjà discuté que pour chaque question, on aura des réponses de Jeanne, d'Aurélie et de Gigi et Karine. Et je commence par première question. Pourquoi, à votre avis, devrait-on se préoccuper de la mode du point de vue de la durabilité? Jeanne, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai réussi à unmute mon micro, c'est déjà un premier bon point. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans cette conférence, à ce panel. Et j'ai pour vous, en fait, pour répondre déjà à cette première question, j'aimerais vous montrer en fait cette photo. Et en fait, c'est écrit que toutes les secondes, il y a donc un camion benne entier d'habits qui est en fait incinéré. Donc, en fait, ça vient, c'est une statistique qui vient du mouvement Fashion Revolution dont je fais partie. Et donc ça explique justement, c'est donc une des raisons pourquoi on devrait se préoccuper de la mode du point de vue de la durabilité. C'est déjà par rapport, en fait, à la pollution que cela génère. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment forcément à se rendre compte comme ça dans le quotidien, en fait, ce que ça représente. Surtout, que l'industrie du textile fait partie d'une des 4 plus grandes industries polluantes de la planète. Et je trouve que cette image, elle est vraiment superbe parce qu'elle montre en fait justement ce côté en fait, terrible de ce qu'en fait, ce que le plaisir pour certains, génère, pour les autres. C'est-à-dire pas seulement pour l'environnement, mais aussi en fait pour, toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne du textile. C'est-à-dire, toutes les conditions misérables et soupées dans laquelle elles doivent justement produire ces vêtements pour la fast fashion et après, pour l'environnement, comment il est pollué, détruit par des pesticides et des produits toxiques et je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est nous, en tant que consommateurs, en fait, on a le choix, on a la mission, en fait, d'exiger des marques d'avoir une éthique, en fait, dans leur industrie et c'est un qu'on est tout seul chez soi ou qu'on est tout seul en train de faire du shopping, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais toutes ces actions, en fait, cumulées des individus qui, justement, comme dans le mouvement le demande, «Who made my clothes?» ou le hashtag, par exemple, «Who made my clothes?» ou le hashtag «Pay up», tous ces hashtags, en fait, sont là pour justement sensibiliser, pas seulement les consommateurs finaux, mais aussi les industries à, justement aller vers une éthique et une durabilité dans ce domaine. C'est quelque chose qui ne doit pas venir de top down, mais c'est aussi quelque chose qui doit venir du bas vers le haut. Donc c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on peut aussi, changer cette mentalité-là en consommant mieux. Merci beaucoup, Jean, pour cette réponse et même pour votre travail qui est très bien connu pour Fashion Revolution Suisse romande. Avant de donner la parole à Aurélie, je voulais juste vous dire que tout le monde peut poser les questions. Il y a une question et réponse option si vous avez des questions ou quelques remarques. Vous êtes très bienvenue de les partager. Et Aurélie, selon vous, pourquoi devrait-on se préoccuper de la mode du point de vue de la durabilité? D'abord, bonjour. Merci aussi pour l'invitation aujourd'hui. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit parce que c'est aussi la base pour cette réponse, je dirais. Je vais parler peut-être de mon expérience personnelle. Donc moi, je vends des vêtements de seconde main et des vêtements vintage. Et j'ai été grande consommatrice de fast fashion. Donc je pense que c'est aussi bon d'assumer ce passé en la matière pour dire que de mon côté, il y a eu une prise de conscience parce que je me suis rendu compte que c'était l'une des principales sources de pollution.
comme on l'a justement dit. Et je pense que c'est plus insidieux, en fait, dans la fast fashion que dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie, etc. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'invisibilité derrière tout ça. Et je le vois aussi dans mon entourage, je vois la façon dont on consomme la mode. On n'a pas tellement envie de penser aux conséquences, en fait, qu'ont ce type de consommation. J'ai travaillé pendant 1 an dans une boutique qui appartient au géant H&M, que je vais nommer d'ailleurs, qui s'appelle COS. C'est aussi, pour moi, ça a été une immersion en fait dans cette industrie. Et puis, je le prends un peu maintenant comme une, comment dire, j'ai vu un peu comme une investigation. Et je me souviens avoir demandé une fois ce qu'ils faisaient des vêtements qui étaient invendus après les soldes, parce que c'était aussi voir des quantités de vêtements qui restaient invendus. Cette question avait beaucoup dérangé, je me souviens. Et je pense que ça a été l'une de mes prises de conscience, en fait, parce qu'après, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'en fait, tous ces invendus étaient brûlés, incinérés, ce qui évidemment a une cause d'émission de CO2 énorme. Il y a plus de, je sais plus, je crois qu'H&M a brûlé plus de 16 millions de tonnes de vêtements, de déchets textiles seulement sur l'année 2013. Et ça m'a paru être quelque chose de tellement absurde et scandaleux, en fait. En voyant aussi que dans ces grandes surfaces type Zara, etc., l'idée c'est de, et moi je l'ai vu en tant qu'employée, c'est de pousser à la consommation, peu importe en fait que la pièce soit vraiment convaincante ou qu'elle aille à la cliente ou au client. L'idée c'est de pousser machinalement à consommer, en fait. Et je pense qu'il est temps aussi de réviser un peu ce rapport à la mode, sans y renoncer. Voilà. Merci Aurélie pour cette expérience personnelle. Je pense que c'est toujours très important de faire un lien entre les grandes questions et expériences personnelles. Ça nous montre beaucoup. Et Gigi, euh, selon vous, pourquoi devrait-on se préoccuper de la mode du point de vue de la durabilité? Merci Cathy et à tous. Oui, pour moi, c'est idéal que nous sommes en fait dans le musée d'ethnographie parce que la durabilité, ce n'est pas un produit, c'est un état d'esprit et de la culture d'une société. Nous devons penser des processus lents. Et ça veut dire que slow fashion, il ne s'agit pas de savoir si la mode peut être durable ou non. C'est le fait que dire que la mode rapide, fast fashion, ou la consommation rapide sont durables, ça, c'est un oxymore. Et donc, le défi, c'est suivez l'argent. Vous voulez vraiment que votre argent contribue à grossir de profit d'une compagnie fast fashion via maltraitance de quelqu'un? Est-ce que vous voulez que à la destruction de votre destination de vacances préférée? Donc, ça veut dire que nous devons penser à notre propre diligence raisonnable en tant que consommateurs, hein. Si la mode que nous achetons n'est pas produite de manière éthique, sans exploitation, ou fabriquée de manière durable pour notre écosystème, alors nous faisons partie du problème. Ce n'est pas l'autre. Donc, le défi est que nous pensons que nous sommes une société d'individus, mais alors qu'en fait, nous sommes tellement interconnectés que chaque action que nous faisons affecte quelque chose ou quelqu'un. Et je serais dit que c'est un peu comme l'effet papillon. Et c'est qu'ils battent des ailes d'un côté du monde et créent une tempête de l'autre côté des semaines plus tard. Donc, avec toutes les connaissances maintenant disponibles qu'on a déjà entendues aujourd'hui, pour moi, il est étonnant que 100% d'entre nous ne réalisaient pas que c'est que nous achetons et comment nous les achetons affecte toutes les personnes impliquées dans la production de cet vêtement ou cette chaussure ou cet accessoire. Et c'est affecté par la façon dont nous jetons le produit.
Je pense que je répète un peu que tout le monde ici dire. So, en fin de compte, la solution, parce que ça c'est le thème aujourd'hui, ça réside dans le caractère de chaque individu, hein. C'est notre ethnographie, voilà, et notre patience. Et pour moi, on doit arrêter de vouloir les choses insta, hein, parce que ça veut dire, on veut les choses tout de suite. On doit attendre des choses. Par exemple, pendant Covid, on a besoin de choses, mais en fait, non, on veut les choses. Et pour moi, personnellement, il faut que j'attende d'acheter quelque chose. Jusque je peux acheter ce que je veux acheter, c'est quelque chose d'éthique. Et donc, juste vite fait, j'ai 4 points et c'est, en fin de compte, la solution réside dans le caractère de chaque individu, hein. Et donc, si vous êtes une personne préoccupée par de sorte des autres, bravo, parce que vous devez naturellement être conscient et en remettre en question ce que vous achetez. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un qui veut économiser de l'argent, tout le monde maintenant, pendant Covid, vous devez considérer 2 facettes. L'une est de ce que j'appelle la fausse économie et l'autre, c'est que votre action pourrait détruire quelque chose. Est-ce que vous voulez vraiment ça? On doit prendre le temps de penser de l'effet. Un troisième, si vous êtes une personne préoccupée par l'écosystème, bravo encore, vous devez naturellement être conscient de remettre en question ce que vous achetez. Finalement, et ça c'est le plus difficile, mais c'est faisable, c'est ce qu'on voit dans notre boutique chaque jour, tout le monde qui passe. Si vous êtes quelqu'un qui veut la dernière tendance de la mode, comment on peut acheter ça? C'est simplement un fait qu'on doit penser de l'avenir. Quel monde vous voulez pour vos enfants? Et voilà. Merci Gigi. Comme d'habitude, vous avez des, des grandes idées, mais c'est bien de se concentrer sur les aspects positifs aussi et les solutions probables et possibles pour les consommatrices et les consommateurs. Maintenant, je passe la parole à Karine. Karine, pourquoi devrait-on se préoccuper de la mode du point de vue de la durabilité et votre avis comme ethnographe? Euh, je pense que vous allez partager un petit vidéo aussi. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous au MEG aujourd'hui. Je vais peut-être rebondir d'une certaine manière sur les propos de Gigi pour répondre à cette question. Comme elle disait tout à l'heure, je trouve ça très intéressant. Elle parlait du défi qui était de suivre l'agent, comme elle disait. Moi, je vais vous proposer de suivre une population qu'on trouve en Arctique, population inuite, pour peut-être repenser notre relation. Ce qui m'intéresse ici de voir avec vous, c'est comment on fait pour repenser notre relation à la matière première et dans le même sens notre relation à l'environnement et notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement et toutes les interdépendances qui existent et qu'on oublie parfois quand on va se procurer un vêtement. Combien de fois on se pose la question de dans quelle matière est fait le vêtement que je souhaite acquérir aujourd'hui. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est peut-être de repenser peut-être d'une autre manière ce sujet extrêmement actuel, hein, en fait, ce sujet de la mode rapide versus la mode durable, qui semble être en effet bien au cœur de notre actualité. Mais j'aimerais pouvoir qu'on repense peut-être à tout ça en partant des collections du musée, si vous voulez bien, et de voir comment la relation aux vêtements, en fait, est au cœur des pratiques traditionnelles dans de nombreuses cultures. Et ce que je propose de faire, finalement, c'est de prendre un exemple depuis l'Arctique, et on va lancer une petite vidéo et puis je vais vous montrer tout ça, comment on part de ce qui m'intéresse ici, vraiment de vous montrer, c'est la matière première, en parlant de la relation aux phoques. La peau de phoque, en fait, a été utilisée depuis de nombreuses années, de nombreux siècles en Arctique. Et je voulais qu'on s'arrête sur la manière dont les peaux de phoque peuvent être utilisées vraiment de manière extensive, hein, vraiment très large, comment l'animal, en fait, est utilisé à la fois pour des questions de navigation, comme on peut trouver ici dans un kayak. Vous avez peut-être en tête des kayaks, et si vous venez au musée, vous pourrez voir en effet ce kayak. Mais comment cette même matière première
est utilisé également dans les vêtements. Et ce qui m'intéresse ici de vous dire, c'est comment on peut vraiment, dans cette notion de durabilité, d'utiliser vraiment toutes les parties de l'animal. Et ici, comme vous pouvez le voir sur plusieurs objets qu'on a dans la vitrine Inuit, on a la peau de phoque, la fourrure de phoque qui est utilisée pour tenir chaud, hein, bien évidemment, et qui est dépilée également pour avoir la peau plus nue, comme vous pouvez la trouver sur les kayaks ou sur ce type de bottes qu'on appelle des kamiks. Et ce qui me semble être intéressant ici de voir, c'est quand on regarde à quel point on peut utiliser la matière vraiment dans toute son extension, on se rend compte en fait que la matière première telle que la peau de phoque peut vraiment permettre de à la fois se vêtir, de naviguer, et on va voir ça tout à l'heure aussi, comme on peut l'utiliser pour se chauffer. Et ce qui m'intéressait ici de vous montrer, c'est vraiment tous ces éléments qui sont tous en peau de phoque. Les petits éléments colorés que vous voyez là sont de la peau de phoque aussi, teintes avec des teintures naturelles, et d'autres types d'animaux peuvent être utilisés, notamment pour les tendons de renne qui peuvent être utilisés pour coudre les différents vêtements. Et comme je vous disais, en fait, on parle vraiment du phoque pour la peau, mais également la graisse de phoque pouvait être utilisée, hein, dans le passé, dans ce type de contenants qu'on appelle des lampes à huile, dans lesquelles on mettait la graisse de phoque pour à la fois chauffer l'igloo et également pour cuisiner. On va s'arrêter là, peut-être à ce niveau-là, par rapport à cette vidéo. Mais ce qui m'intéressait en effet ici de vous montrer, pour répondre à la question, de se préoccuper de la mode du point de vue de la durabilité, c'est qu'en fait, cette question qui semble extrêmement actuelle, eh ben, on la retrouve dans des pratiques culturelles et éthiques de nombreuses cultures. Et c'est quelque chose en fait qui est même extrêmement réutilisé aujourd'hui par des designers autochtones et inuits notamment, qui s'appuient sur les pratiques traditionnelles pour repenser notre relation à la mode aujourd'hui, vraiment dans une optique de responsabilité et de durabilité. C'est incroyable. Merci Karine. C'est très bien d'être, hem, de voir, cette connexion même, à l'époque, maintenant si je me souviens bien, c'est 60 de textiles sont, du polyester. C'est le textile, synthétique, et que 30 c'est du coton, qui est plus naturel, mais quand même avec tous les, produits chimiques, hem, c'est pas assez naturel ce qu'on reçoit, sauf le coton biologique. On va maintenant, discuter la deuxième question, c'est, est-ce que la mode durable peut aussi être belle et abordable? C'est une question très pertinente, et je donne la parole à Jeanne, s'il vous plaît. Je dirais que oui, bien sûr. Je pense que la première chose, en fait, qu'il faut faire, en fait, c'est déjà que la voie vers une garde-robe durable, il faut commencer par se poser par, en fait, une simple question, c'est: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» En fait, quand on souhaite acheter un vêtement, la plupart de nous, enfin, des personnes, quand elles vont acheter des habits, c'est pas parce qu'elles ont un besoin imminent d'avoir une pièce, parce qu'elles ont plus rien à se mettre. C'est plutôt que c'est une, voilà, c'est une impulsion, elles ont besoin de compenser peut-être quelque chose, ont besoin de se faire plaisir. Enfin, c'est toujours lié, certainement à l'émotionnel, mais c'est pas forcément lié à la nécessité primaire d'avoir quelque chose à se mettre. Et je pense que voilà, en fait, tout commence par, cette 1re question, enfin, de la durabilité, le fait de pouvoir, consommer une mode durable, elle est bien évidemment abordable parce que c'est pas le même type, en fait, de consommation. C'est-à-dire qu'au lieu de s'acheter, par exemple, 15 t-shirts, en 1 mois, on va peut-être s'en acheter que 1, mais ce choix, en fait, il aura été mûrement réfléchi. Donc on se pose vraiment: «Est-ce que j'en ai besoin?» Donc soit c'est oui, du coup on peut, bien trouver justement ces alternatives. Bah, est-ce que cette pièce, est-ce qu'elle a absolument besoin d'être neuve? Parce que justement, ici, on a la chance d'avoir, plusieurs personnes, présentes à ce panel qui sont, dans le milieu du seconde main, et ça, c'est quelque chose que, enfin, souvent les gens quand ils ont besoin de quelque chose, ils disent: «Oui, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose de neuf». Mais en fait, le neuf n'est pas la seule alternative qu'il y a à la consommation. Donc je pense que c'est aussi, ben, voilà, j'ai besoin de quelque chose, bon, on répond soit oui ou soit non. Après, est-ce que la pièce, elle doit être impérativement neuve? Si oui, ben, là, il y a plein
magasins d'alternatives durables équitables qui existent. Donc, on a des superbes boutiques à Genève comme Heini qui est là depuis en tout cas une dizaine d'années à Genève, bien implantée, et plein d'autres labels éthiques sont disséminés dans toute la ville de Genève, qui sont présents pour répondre avec des marques éthiques qu'ils ont vraiment choisi avec grand soin, en sachant d'où provenaient les matières premières, dans quelles conditions elles ont été produites. Et puis après, il y a plein d'alternatives. En anglais, il y a un terme qui s'appelle alternative, c'est justement toutes les différentes manières de consommer qui existent à part, acheter quelque chose de neuf. Et là, ben, justement, il y a les friperies, il y a le seconde main, il y a, ben, réutiliser ou réparer ce qu'on a déjà, le upcycling, la customisation, et cetera. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que la mode durable, en fait, elle est de toute façon abordable. Belle, je dirais oui tout aussi, parce que justement, on peut être durable soit en consommant, des choses qui ont, ben, voilà, qui sont vintage, qui viennent de boutiques, des friperies ou de seconde main. Et après, on peut aussi consommer des produits, qui viennent de marques éthiques qui sont très jolis, très contemporains, casual, chic, et puis qui sont là, qui ont leur place dans ce marché de la consommation de la mode. Et après, je dirais aussi que en fait, c'est important aussi de se dire que c'est abordable et que ces matières sont belles parce qu'en fait, justement, en participant à des événements ou, comme la Fashion Revolution Week, par exemple, on peut découvrir plein de labels qui sont abordables et accessibles avec des belles matières. Et je voulais aussi revenir, en fait, avec 2-3 chiffres qui sont qu'en moyenne, en Suisse, une personne consomme 118 vêtements. Donc ça fait environ 60 nouveaux vêtements par personne, par an, par habitant. Mais dans cette moyenne, en fait, dans ces 60 nouveaux vêtements qu'une personne va consommer par année, 40 des habits ne sont pas portés, ou si elles sont portées, ils sont portés 1 à 2 fois. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a de toute façon un trop plein d'habits déjà sur le marché, et qu'en fait ces habits, ben, comme je vous ai montré la première image au début, soit elles sont incinérées, soit elles finissent, voilà, dans des champs pour être, voilà, détruits, enfin, par la terre, naturellement. Mais dans cette, donc on pourrait se dire: «Oui, bon voilà, c'est des matières naturelles, elles sont détruites automatiquement dans des champs». Mais en fait, on parlait justement avant du polyester, et bah, vous mentionnez, enfin Katia mentionnait justement les 60 de composition maintenant des habits. Donc 65 en tout cas de ces compositions sont faites de polyester, donc issues à la base du pétrole. Ça prend plus de 200 ans, donc pour être désintégré. Et après, il faut se rendre compte aussi que ça, c'est une partie du problème. Donc c'est-à-dire qu'il y a toutes ces matières en polyester, mais après, il y a aussi le mix de toutes les matières. Donc maintenant, les matières ne sont plus forcément que du polyester ou que du coton ou que de la soie, et cetera, mais c'est justement ce mix de matières, en fait, qui fait aussi que la décomposition, en fait, elle est de plus en plus compliquée. Donc la mode durable, en fait, pour moi, c'est un mindset. On a envie de pas juste être un consommateur, mais on a envie d'être un consomme-acteur. Et puis pour moi, le fait de justement intégrer ça dans son mode de vie de tous les jours, c'est ça qui va faire que oui, la mode, elle va être durable, la mode durable, pardon, elle va être accessible, et que, on peut, si on s'intéresse, trouver plein d'alternatives, jolies et abordables. Merci Jeanne. Oui, cette question de accès, accessibilité et abordabilité est très important euh, combattre les inégalités en fait et pour assurer que la mode est disponible, les jolis vêtements sont disponibles pour tout le monde. Aurélie, selon vous, la mode durable peut-elle aussi être belle et abordable? La réponse est oui. La question de la beauté, je pense que c'est quelque chose d'assez relatif, en fait. Évidemment, c'est une notion assez subjective. Mais à mon avis, c'est le cas. C'est comme ça aussi que j'ai été personnellement séduite par des friperies en ligne ou des boutiques. J'ai toujours trouvé en fait qu'esthétiquement, les pièces étaient plus intéressantes et en l'occurrence plus belles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles étaient souvent aussi plus abordables en termes de prix. Moi, j'ai été très inspirée pour commencer ma boutique à moi par des boutiques et des comptes français ou européens plus généralement, qui pratiquaient des prix vraiment très abordables, qui sont des prix en fait qui sont moins chers que ceux qu'on trouve dans des boutiques de fast fashion type Zara, etc.
Et moi aussi, en tant que vendeuse, c'est ce que j'essaie de faire comprendre et c'est ce que j'essaie aussi de proposer, c'est-à-dire que par rapport à ce que je paie de base aussi, et que ça soit, si possible, aussi moins cher que la fast fashion. Parce qu'il faut avoir un argument, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dégoûter les gens du vintage ou de la seconde main, il faut qu'ils aient envie de revenir aussi. Et puis, ce que j'ai envie de rajouter aussi, en plus des prix abordables, de la beauté des pièces éventuelles, c'est la qualité, en fait. Et ça, c'est très important, je crois, parce qu'on a beaucoup évoqué des matériaux comme le polyester, qui sont des matériaux ultra polluants. Évidemment, le polyester s'utilisait aussi à l'époque. J'ai aussi déjà eu cette question, en fait, on me demande qu'est-ce qui est vintage, quand est-ce qu'on considère qu'une pièce est vintage ou quand est-ce qu'on considère qu'elle est de seconde main. C'est une question intéressante. Le vintage, c'est plutôt tout ce qui a été produit avant les années 2000, puisque l'explosion de la fast fashion, c'est les années 2000. Ce concept-là est né dans ces années. Et tout ce qui vient avant, qui a été produit avant, a été produit aussi dans des meilleures conditions. Et moi, je tombe sur beaucoup de pièces, justement en soie, en coton, dans des matériaux qui sont beaucoup plus agréables à porter, plus beaux. Et puis, du coup, ça veut dire qu'on va acheter chez moi ou chez quelqu'un d'autre une blouse en soie en parfait état à 50 francs, alors qu'on va pouvoir la payer neuve à 150 francs ou peut-être même chez Zara, je ne sais pas, à 85 francs. Peu importe, mais ce sera de toute façon plus cher et ce sera de moins bonne qualité. Et je pense que c'est important. Et une dernière chose peut-être aussi, je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand même assez évident que la seconde main, peut-être plus que le vintage, est quelque chose d'abordable. Mais c'est peut-être aussi difficile de faire ce choix parce qu'on a l'impression que d'aller dans des friperies ou d'acheter de la seconde main, c'est une expérience un peu étrange. C'est une pièce qui a appartenu à quelqu'un d'autre, qui a été portée par quelqu'un d'autre. Donc il y a des gens qui sont assez rebutés par ça. Pour en avoir discuté, je le sais. Il faut aussi un peu briser cette idée aussi que les friperies à la seconde main, ça concerne que des gens qui sont forcément dans le besoin. Oui, ça concerne des gens qui ont besoin d'acheter des pièces pas chères et heureusement qu'il y a ça. Mais je pense que maintenant, c'est aussi une nécessité pour les autres. Et il y a du luxe de vintage aussi. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Merci, merci Aurélie pour la définition du vintage. J'adorais votre version. Et maintenant, Gigi, vous avez aussi vous avez une boutique de luxe. Qu'est-ce que vous en pensez? La mode durable peut-elle aussi être belle et abordable? Ouais, c'est une question constante qu'on entend. Et en fait, dans notre boutique, on a les deux choses. On a les modes éthiques neufs et on a les choses de deuxième main de luxe. Et en fait, bizarrement, souvent pour les jeunes, la mode éthique ou deuxième main, ça peut être vu un peu comme ethnique ou un peu débile ou caritas. Mais non, pas du tout maintenant. Ça, c'est du passé. Ça fait 20 ans maintenant. Et, c'est super simple. Et si on ose, parce qu'en Genève, les gens, ils osent pas beaucoup. Simplement, si on achète quelque chose qui est un peu crème ou beige, parce que souvent, si on n'utilise pas dans le textile couleur, on ose de mettre un peu de couleur, en mettre un foulard, en mettre un bijou, les choses comme ça. So, en fait, c'est le style qui fait joli. Et il y a beaucoup de gens ici en Genève qui font le styling pour les gens. So, c'est vraiment, c'est simple d'être belle. C'est juste dans l'esprit. Abordable, ça, c'est une autre chose. Mais en fait, c'est simple. Premièrement, sauvegardez votre argent comme notre parent nous enseignait. Parce qu'honnêtement, les gens veulent acheter pas dans le moyen. Si vous mettez à côté l'argent, vous appréciez plus ce que vous achetez. Pour les gens qui me demandent, particulièrement les étudiantes aussi, ça c'est difficile en Genève, c'est cher. Moi, j'ai
un petit astuce de 4 étapes. Super simple. Et aussi, fais un petit changement pour trouver une solution d'être belle, abordable et comment on approche. C'est fais une petite étape chaque semaine. Première semaine, par exemple, vous réparez ou recyclez quelque chose dans le garde-robe. Et je pense qu'il y a un telier après ça. Vous prenez quelque chose qui était vieux et vous changez un peu, mettre un peu de couleur. Deuxième semaine, vous achetez bien sûr une pièce de deuxième main chez Downtown Uptown ou chez Norton Gucci. Voilà. Et en troisième semaine, vous pouvez acheter quelque chose de nouveau, mais d'une marque de fairwear. Ou aussi, il y a beaucoup de business. Vous pouvez soutenir un business qui, normalement, a une barrière d'accès de marché parce qu'on doit le trouver, on doit chiner. Et désolé, un peu de marketing, on a sur notre site web une liste de choses là. Et en quatrième semaine, j'ose dire, pense de autre chose. Par exemple, comme votre sous-vêtement. Parce que la mode, le style, c'est pas juste les vêtements. C'est les chaussures, accessoires, c'est le maquillage, c'est les choses capillaires. Et on doit aussi penser de ça, parce que ça, c'est dans le grand cadre de tout votre style. So, après tout, cela fait partie d'un kit de style complet. Voilà. Et aussi, pour aider en fait ça, pour changer, fais comme un groupe. Il y a beaucoup de groupes, Facebook group, Yahoo group, Instagram group. Fais un groupe et fais un défi à vous-même, fais un défi de slow wardrobe. Qui a fait quoi cette semaine, comment, etc. So, voilà, on peut être belle, ça peut être abordable et le défi peut être vraiment amusant en même temps. Merci Gigi. Ça me donne aussi une opportunité de mentionner le projet sur le sujet sur lequel je travaillais, les défis minimalistes, euh, comme par exemple Project 333. Pendant 3 mois, utiliser que 33 vêtements, chaussures et accessoires. C'est très intéressant. Il y a un hashtag Project 333 ou même 10 by 10 challenge, un défi 10 par 10. Quand on choisit 10 vêtements, 10 choses différentes et on mélange et on le porte pendant 10 jours. C'est aussi très intéressant, ça nous aide, ça nous aide de, heu, soutenir la créativité, d'appliquer les idées créatives, comment on peut utiliser les choses, un peu différemment. Hem, Karine, et selon vous, la mode durable peut-elle aussi être belle et abordable? Alors, je pense que Jeanne, Aurélie et Gigi ont parfaitement bien répondu, je trouve, à ce que la mode durable peut être abordable. Elles m'ont bien montré que c'est à la fois abordable, ça peut être aussi amusant et créatif. Et moi, je vais peut-être rester sur la même thématique finalement. C'est quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a beaucoup intéressée, toujours dans la culture inuite. La notion de beauté, en fait, est assez intéressante parce la beauté est reconnue à celles et ceux qui font les choses comme il faut. Et en fait, la notion de beauté est extrêmement associée à la bonté, en fait, et à la manière de faire des choses de manière appropriée. Donc il y a une forme d'éthique également dans la beauté, de ce qu'on fait et comment une personne devient belle à partir du moment où elle fait les choses comme il faut. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et ça m'a pas mal interpellée dans le cadre de notre, réflexion d'aujourd'hui, de voir que dans la langue inuit, donc l'Inuktitut, on souligne plus les qualités morales finalement, que l'esthétique visuelle et dans la mode durable, bah, il y a tout ça. Donc je trouvais ça intéressant de parler de ça. Puis je reviendrai peut-être sur ces bottes que je vous ai montrées tout à l'heure, et que vous pourrez aller voir évidemment dans la vitrine du musée, ces kamiks. Heu, Si on voit en fait la manière dont les différentes pièces de peau sont, colorées ou la manière dont la couture est faite, vraiment le bien faire s'associe extrêmement avec la beauté. Parce que évidemment dans des environnements extrêmes, comme l'Arctique, à une époque, bon comme à l'époque où ces bottes-là ont été acquises, c'était vraiment au début du XXe siècle, heu, une personne ne pouvait pas, surtout pas un chasseur, ne pouvait pas se permettre d'avoir des coutures qui se défont. Donc la notion vraiment de bien faire, de soin apporté à chaque élément, à chaque couture,
est aussi une question de survie à ce moment-là. Donc voilà, cette notion de beauté, moi je l'associe à ça. C'est beauté, bonté, faire les choses du mieux possible, de manière la plus appropriée possible, en pensant à soi aussi. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous, Karine. Bien sûr, l'éthique joue un rôle très important dans cette discussion-là parce que durabilité, c'est un but vraiment normatif. C'est l'éthique de durabilité qui nous guide. On a beaucoup de questions en fait, et je pense qu'on va finir par la troisième question pour toutes les intervenantes, mais je vous donne juste 1 minute pour réfléchir chacune pour répondre à cette question. Et après, je vous présente les questions des participants qui ont envoyé des commentaires, des questions très intéressantes. La troisième question entre nous, on a quelles sont les options qui s'offrent à la population genevoise et suisse romande pour agir de manière plus responsable sur le problème de fast fashion? Qui sont les alternatives à Genève et en Suisse romande? euh, que vous connaissez ou qui existe à côté. Qu'est-ce que les consommatrices et les consommateurs de mode peuvent faire pour agir contre consommation irresponsable de la mode? Jeanne, je vous donne la parole. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, comme tout le monde, justement, à parler enfin, dans ce panel, justement de la beauté intérieure. En fait, qu'au final, si on est bien avec soi-même, on n'a pas forcément besoin de consommer ou de compenser autant avec des habits. Et puis, évidemment, il existe plein d'alternatives, donc même chez nous, hein, au niveau local, par exemple. Ben, déjà de faire un tri dans son dressing, hein, déjà ça limite pas mal, d'achats impulsifs qui sont en fait peut-être pas en accordance avec ce qu'on a déjà. On va peut-être avoir 3 fois la même pièce ou bah, justement peut-être qu'on a besoin des pièces basiques, mais en fait on a 15 choses qui sont très colorées, mais qui vont pas du tout ensemble. Donc je pense déjà de bien connaître ce qu'on a chez soi, c'est déjà une première solution en fait vers une meilleure consommation. Et après parce que souvent on fait des achats parce qu'on a l'impression qu'on a plein de trucs, mais en fait, il y a rien qui nous va. Et je pense que de bien connaître son dressing et puis après aussi prendre le temps de consacrer, heu, justement du temps à son dressing, puis de savoir qu'est-ce qui va avec. Limite peut-être faire des essayages avec les habits qu'on a déjà, faire des nouvelles compositions entre les hauts et les bas. Je pense que ça, c'est déjà une très bonne idée, mais je pense que beaucoup de gens l'ont fait justement pendant le confinement. Ils ont enfin fait leur, decluttering de vide enfin de dressing et là, je pense que c'est déjà très bien. Et après, ben, il y a, bah, typiquement moi avec mon label, donc Ape Science, ce que j'essaie aussi de faire, c'est que tout ce qu'on propose en prêt-à-porter avec nos tissus upcyclés, on propose aussi en sur-mesure. C'est-à-dire que les personnes qui ont par exemple comme moi je suis par exemple très grande, je vais dans un magasin et de toute façon rien qui me va au niveau des tailles, j'ai toujours les manches trop courtes et cetera. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai lancé mon label. Bah, on fait, bah, justement du sur-mesure pour que les gens après ils peuvent co-designer les habits, ils peuvent, bah, vraiment choisir ce qui leur plaît, mettre des messages personnalisés, puis vraiment ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont souhaité, désiré, mûrement réfléchi. Puis en fait, je pense que ces pièces-là vont beaucoup plus longtemps rester dans leur dressing aussi que peut-être des achats impulsifs qu'ils ont pris comme ça juste sur un coup de tête. Et puis après, il y a des initiatives locales qui sont, bah, typiquement comme, le mouvement de la Fashion Revolution où, toute personne peut en fait s'inscrire en tant que bénévole et participer en fait à ce mouvement. Donc en fait, on a l'organisation internationale, après on a la, organisation suisse, donc fashionrevolution.ch et on a, bah, tous les différents city chapters, qui sont, présents, dont, celui dont moi je m'occupe qui est à Genève et là, on a régulièrement des activités, qui sont, proposées pour, les consommateurs, pour, toute personne en fait, mais on a pas besoin de consommer justement et donc on peut soit s'abonner, à l'association, avec un don. Donc, si on veut devenir membre, ben, pour les étudiants, c'est 40 francs par année, pour, les autres personnes, les personnes actives, c'est 80 francs. Soit on peut s'abonner, ben, on peut devenir bénévole, donc on peut venir aider sur, des événements précis ou tout au long de l'année et après on peut aussi, en fait, sur nos réseaux sociaux, sur nos sites web, on peut uploader, en fait, toutes les initiatives qu'on fait soi-même
ou qu'on aimerait partager sur ces réseaux sociaux pour que les gens, en fait, ils soient au courant de ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui est aussi important, en fait, c'est justement c'est la visibilité, c'est la communication, en fait, de toutes ces initiatives qui existent, en fait, mais dont les gens ne sont pas forcément au courant. Et je pense que c'est ça qui est très important, en fait, c'est de pouvoir relier les messages de toutes ces personnes qui ont des super bonnes initiatives ou voilà, des boutiques, en fait, qui sont durables ou qui sont dans ces démarches éthiques, mais qui ont peut-être pas forcément toujours, le même budget, marketing, communication que des grandes entreprises et qui après, en fait, ont besoin justement que ça soit relayé sur différentes plateformes et Fashion Revolution, justement aime proposer cette solution à toute personne qui, fait un atelier, do it yourself, une conférence, après il y a comme chaque année, il y a la Fashion Revolution Week où, on essaye vraiment sur, toute la Suisse romande, enfin toute la Suisse et dans le monde entier d'être tous synchronisés pour justement rendre cette visibilité encore plus, tenace. Et après aussi à un titre plus personnel, moi j'ai développé aussi des écomarchés avec, donc une communauté que j'ai lancée qui s'appelle Bubble Éthique, où toute en fait personne peut s'inscrire qui a justement un label éthique ou une activité éthique peut s'inscrire pour, participer à ces écomarchés qui ont lieu une fois par mois, donc tous les premiers dimanches du mois à Genève et montrer en fait ce qu'elle fait au public genevois. Merci Jeanne. Et Aurélie, qui sont les initiatives à Genève euh, pour agir contre la consommation irresponsable de la mode? Alors, je dirais plus généralement en Suisse, en fait, puisqu'on est en Suisse. Moi, je vis en Suisse allemande, mais Suisse romande. Donc, Oui, je oui, suis oui. assez au courant de ce qui se fait là-bas, mais aussi ici, c'est la même chose, en fait, pour donner des solutions concrètes. Je pense que Jeanne a évoqué le tri dans sa garde-robe. Je pense que c'est un passage obligé. Je pense que l'idée, en fait, de se débarrasser de certaines choses pour en acquérir d'autres, c'est un bon principe pour commencer. Après, les solutions concrètes, parce que moi aussi, j'ai une boutique, c'est de consommer vintage et seconde main, sans avoir peur, en fait, sans avoir trop d'a priori. Évidemment, dans mon cas, la clientèle en général n'a pas la possibilité d'essayer les vêtements, donc il y a parfois un peu cette crainte que ça n'ira pas. Je pense qu'il faut aussi casser certaines barrières puisque là, on parle beaucoup des femmes, parce que les femmes sont la cible principale, en fait, de la fast fashion, de la mode en général. C'est aussi un truc qu'on peut questionner, à mon avis, et qu'on peut aussi respecter. Je pense que derrière les achats compulsifs, il y a aussi un grand mal-être qui est créé par notre système. Et puis l'idée aussi, c'est moi, je fais beaucoup ce travail en fait avec ma boutique. C'est du travail de conseil aussi. C'est aussi rassurer. J'aimerais aussi m'adresser à des filles qui correspondent pas aux diktats de la fille très mince. J'aimerais aussi montrer des modèles autres que à rien. C'est-à-dire pas comme moi en fait, puisque c'est moi qui pose la plupart du temps parce que c'est plus simple. Je pense qu'il y a plein de possibilités. On peut donner les mesures aussi. Et puis, on peut aussi oublier qu'un vêtement doit être forcément à notre taille, en fait. Ça, je crois que c'est un truc qu'il faut intégrer. C'est que la seconde main, effectivement, on n'aura pas une pièce du 34 au 48. Il faudra adapter une pièce à sa morphologie, mais ça rend aussi, je pense, les gens plus créatifs et ça permet aussi de les motiver à oser davantage. Et si les gens qui sont ici et qui participent à cette table ronde ont envie d'avoir des adresses de seconde main, j'en ai plein, il n'y a pas que moi. Et on a toutes des univers différents. Et pour les gens qui n'ont pas envie d'aller dans des friperies et de fouiller dans des tas de vêtements, parce que j'en connais, voilà, on est là aussi. Le but, c'est qu'on présélectionne, qu'on lave, qu'on emballe avec beaucoup d'amour et puis qu'on vous fasse faire une expérience complètement différente du shopping aussi. C'est une expérience très humaine et pour les retours que j'ai jusqu'à présent, je crois que c'est plutôt positif. Voilà.
Merci Aurélie. C'est juste pour remarquer que maintenant, on a bien sûr les plateformes en ligne grandes qui Mhm. revendent les vêtements luxe et pas luxe il y a pour tous les budgets, mais le conseil du styling et c'est un peu d'aide, comment on peut adapter les vêtements dans notre morphologie, comme vous avez dit. Ça se manque dans ces plateformes. C'est assez impersonnel, en fait. On peut acheter quelque chose de bonne taille, mais ça marche toujours pas bien pour notre figure, pour visage, couleur. Donc, je crois que les conseils du styling est très important et je crois que Gigi a aussi peut ajouter quelques mots sur cette option. Gigi, selon vous, quelles sont les options alternatives de consommation à Genève et Suisse romande? Oui, en fait, je vais oser dire quelque chose un peu hors de cadre. La population genevoise et même suisse, ça inclut aussi le gouvernement et les écoles et les commerces. C'est pas juste les gens fait partie de ça. Et pour être franche, hein, un gros problème est le manque d'argent pour la publicité de la mode durable. On ne peut pas faire juste nous-mêmes, individuels, etc. Et c'est impossible de rivaliser avec les grandes entreprises ou des entreprises de fast fashion ou la nouvelle chose, le dropshipping. Donc, à mon avis, les fondations et le canton de Genève et même le fédéral, ils devraient contribuer à la promotion de la mode durable avec la publicité, même gratuite et de subventions publicitaires des événements comme aujourd'hui défilé de la mode. Deuxièmement, une idée, c'est d'avoir une registre cantonal public des détaillants éthiques d'occasion qui est tenu et mis à jour. Parce qu'à ce moment, nous avons des blogs ici, des sites web là, les articles dans les journaux ici. Ils sont rapidement obsolètes. Il n'y a pas un registre central. Après tout, c'est ce canton qui a voté oui pour les multinationales responsables le dimanche 22 novembre, voilà, juste passé. So, en fait, c'est bien de discuter individuel ici que tout nous faisons petitement, mais ça doit être dans le bon grand cadre aussi. Voilà, j'ose dire. Non, parfait. Merci Gigi. C'est très, très bien, c'est très, très bien que vous avez mentionné ça et c'est vraiment important et moi, je prends ce moment-là pour mentionner aussi, je travaille maintenant sur un projet financé par la ville de Genève, dans le cadre du programme Génove, qui se met l'accent sur les initiatives de mode durable dans notre ville. En particulier, je mène des entretiens avec les propriétaires des boutiques de mode à l'occasion, les organisatrices de troc de vêtements, de swap parties et aussi de vide-greniers, ainsi que ceux qui offrent des services de location de vêtements. Donc, toutes les initiatives différentes durables à Genève et en Suisse romande. Si vous faites partie de ces personnes, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous parler des difficultés et des opportunités auxquelles votre initiative est confrontée. Comme Gigi, par exemple, a mentionné, il y a plusieurs opportunités d'agir pour le gouvernement municipal, pour l'autre business, pour les associations et l'autre acteur. Karine, est-ce que vous avez, une réponse, pour cette question? On peut Alors, j'ai pas de réponse particulièrement parce que ça a déjà tellement été bien répondu, mais peut-être, 2 petites choses. Je pense qu'en effet, bah, une des options, c'est d'en parler, en parler, en parler le plus possible, comme ce qui est fait aujourd'hui, mais comme vous faites, toutes, tout le temps. Et puis après, à notre niveau, je pense au niveau des consommateurs et des consommatrices, bah, c'est peut-être se poser la question, est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux faire autrement? Et simplement se poser la question quand on comme on disait Jeanne tout à l'heure, quand on regarde son dressing, plutôt que se dire: «Bah, il me manque un t-shirt, d'une certaine couleur ou autre», se dire: «Ben, en effet, je suis habituée à faire de cette manière-là, est-ce que je peux faire autrement?» Simplement. Et je pense que c'est tout simplement ça. Se poser la question de changer de regard et changer de manière de faire.
Oui, oui, vous avez complètement raison. On a des questions posées sur questions et réponses. Et on n'a pas beaucoup de temps pour finir, on n'a que 5 minutes, mais je vais vous lire les questions et après, chaque intervenante peut choisir une, deux et répondre pendant 1 minute euh, à ces questions. Donc, une question de Caroline Minder. Si on parle un peu du genre, j'ai l'impression que ces schémas perdurent. Mode éthique second-hand, etc., concernent beaucoup les femmes versus fast fashion industrie et davantage un univers dont les ficelles sont tirées par des hommes. Quel est votre point de vue? Comment sensibiliser davantage les hommes sur des habitudes de consommation mode plus responsables? Donc, une perspective sur les différences du genre. C'est une question de Caroline. La deuxième question c'est de Michael Rochkov. Merci beaucoup pour toutes vos précieuses interventions et contributions. Toutefois, je reste sceptique quant à un propos qui a été plusieurs fois évoqué. Vous dites, cher panel, que changement ne doit pas forcément suivre le modèle top-down, mais devrait également venir from below, bottom-up. Mais la société occidentale contemporanée a-t-elle réellement la volonté d'échanger? Je pense à l'écart entre la législation et les attitudes sociales qui persistent sur le chemin vers un avenir responsable, résilient et altruiste. Rien que le dimanche passé, alors que la société suisse aura pu se prononcer en faveur d'un tel avenir, elle n'a pas souhaité montrer le chemin vers les changements. Donc ça, c'est une question, je crois, sur l'avenir et comment le changement peut passer. Je suis désolée. Et finalement, on a encore une question. Que pensez-vous de l'activisme performatif des marques fast fashion aujourd'hui? Pourrions-nous dire qu'aujourd'hui, la durabilité devient de plus en plus un produit de consommation plutôt qu'un esprit? Je crois que c'est tout, mais moi, oui. Donc 3 questions, et vous pouvez, si vous voudrez, répondre, unmute le microphone et vous pouvez répondre une ou plusieurs questions. Aurélie. La question du genre est intéressante, je trouve. J'en ai beaucoup discuté avec des amis hommes de mon entourage. Effectivement, ils se sentent un peu mis à part de tout ça. Après, voilà, c'est une question, je ne pensais pas forcément drôle pour les femmes d'être complètement broyées par cette machine de la surconsommation, etc. Il faudrait aussi, c'est un changement de mentalité, c'est pas seulement, l'idée c'est pas de proposer plus, et puis effectivement je pense qu'à ce niveau l'empreinte carbone masculine est assez moindre comparé à ce que les femmes consomment, mais il faudrait proposer des alternatives. En fait, il y a assez peu de choix, je trouve, pour les hommes en termes de fast fashion. C'est assez monotone ce qui est proposé et j'aurais envie de dire que la Suisse est assez en retard à ce niveau-là. Donc ça commence, on propose des friperies curatées avec beaucoup de produits pour les femmes, mais il y a très peu de choses pour les hommes. Moi, je suis en train d'y penser, donc de savoir que ça peut intéresser les hommes, ça me motive aussi peut-être à créer une boutique qui s'adresserait davantage aux hommes. Après, la question, c'est aussi la question du genre. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut toujours penser en termes de ce qui est pour les hommes, ce qui est pour les femmes? Mais ça, c'est une autre question, dont la réponse est plus longue, j'imagine. Voilà.
Oui, malheureusement, le temps de notre séance est presque fini. Mais si Jeanne, Gigi ou Karine, vous voudrez répondre à quelques questions. Gigi. Oui, en fait, les 3 questions, c'était tout en français ou quelqu'un veut que je réponde en anglais? C'était tout en français, oui. Oui. Hem, En fait, les 3 questions se viennent pour moi de ce que j'appelle la Angst-Affekt. Ça veut dire, nous pensons que le monde est dans un il est en perspective du monde, mais en fait, en réalité, ça vient d'Insta. Par exemple, la question de genre. En fait, non, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'on a commencé notre business Downtown Uptown Genève. Ça a commencé comme Downtown, c'était purement pour les hommes. C'est de la mode éthique pour les hommes et le deuxième homme pour les hommes. En fait, parce que pendant 7 ans de gérer les gens dans notre boutique, le public général, on note que les hommes sont plus discrets. Les femmes, ils adorent faire le shopping, une activité sociale. Pour les hommes, c'est plus discret. Les hommes savent qu'ils veulent, ils vont, ils achètent et c'est terminé, c'est fini, c'est pas un brouhaha. Donc, en fait, ça existe, c'est là, mais c'est plus discret. Et quand on commence de suivre ce Instagram, les algorithmes vont vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup des hommes, malheureusement, on n'a pas ici dans notre petite conférence. Pour la deuxième question à propos d'un sceptique, il y a toujours un sceptique. Hein. Voilà, dans tous les cadres des choses. Et je ne suis pas d'accord. Il y a assez maintenant un mouvement, il y a les gens qui sont conscients. Je pense qu'honnêtement, les gens veulent être sceptiques. On existe, oui, toujours, on achète toujours fast fashion, fast electronics, fast food. Intéressant que la durabilité, la mode, est-ce que c'est une conversation plutôt à propos de la consommation de la mode durable que l'aspect éthique? Encore, c'est l'Insta-effect. Parce qu'Instagram, c'est pas juste à propos on partage, c'est à propos on achète, on achète, on achète. Moi aussi, j'ai un Insta-shop, hein, on est tous une victime de ça. Mais malheureusement, c'est comme on a construit notre société. Notre société, c'est une base d'argent, c'est une base de consommation. On ne partage pas les choses, on ne fait pas le bartering entre nous. Et c'est intéressant si notre collègue de Meg va discuter un peu à propos de l'Inuit et comment on a fait dans l'époque, dans l'histoire. Il y a toujours des groupes qui font comme ça. Mais oui, c'est une réalité, mais ce n'est pas juste la consommation, parce qu'avec la consommation, il y a l'état d'esprit. C'est juste que c'est le cadre, comme on existe comme une société maintenant, on doit gérer ça. Voilà, merci. Ouais. Merci Gigi. Jeanne, est-ce que vous avez quelques remarques de- par rapport de ces questions pour terminer la conférence ici? Oui, justement, mon cerveau, il est à 300 à l'heure. Là, je trouve toutes les questions très intéressantes. Et puis, c'est vrai que, en fait, moi, ce matin, mon fils s'est regardé Yakari. Il y a 2 ans et demi, il regardait Yakari. Et puis, non, mais il y avait quelque chose qui était super intéressant, c'est que, en fait, ben, voilà, c'est des Indiens, ce petit Indien qui est avec son cheval. Et en fait, il a reçu, donc, du coup, de l'aigle, il a reçu une plume d'aigle. Donc, il la met sur sa tête, il est tout fier, il rentre au village pour montrer ça à son père et les autres. Et en fait, le père, il lui explique en fait que la plume, il n'a pas le droit de la prendre maintenant parce qu'en fait, il doit la mériter. Et il doit la mériter par des actions. Et il ne doit pas seulement faire une bonne action, il doit avoir en fait, une suite de bonnes actions qui montrent en fait qu'il a le droit, enfin qu'il a mérité, qu'il a gagné en fait le droit de porter cet emblème en fait. Et pour la première question en fait qui était sur les genres, je pense que les femmes en fait, on les a un peu. Enfin, depuis qu'on est un peu petite, quand on regarde les contes pour les femmes et cetera, enfin, la représentation des contes, les hommes sont toujours dans l'action. Ce sera les princes qui vont venir sauver la princesse ou c'est ceux qui vont aller, combattre et cetera et les femmes, elles sont toujours dans un rôle un peu secondaire où elles doivent être jolies et attendre un peu justement que ce prince charmant vienne les délivrer et cetera et je pense qu'en fait, dans la société moderne, c'est exactement la même chose. Les femmes, elles veulent toutes être jolies, enfin dans le sens, la mode a une importance pour la gente féminine parce qu'en fait, on s'est mis aussi là-dedans, mais on nous fait projeter ça depuis qu'on est enfant dans ce mode en fait de genre. Alors qu'en fait, pour les hommes,
pour les hommes qu'ils aient toute l'année le même blazer ou la même chemise, en fait, c'est secondaire parce qu'en fait, eux, ils sont mis en avant par leurs actions et entre hommes aussi, ce qui est important, on va dire, ce qui va les caractériser, ce ne sera pas l'habit, ça sera, leurs actions. Alors que chez les femmes, c'est beaucoup plus un mélange des 2, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est aussi un peu sournois et je trouve que c'est pour ça qu'en fait, l'homme, déjà, il consomme moins parce que pour lui, c'est pas, ça fait beaucoup moins partie de la personne qu'il est, de l'identité, de sa personnalité que, malheureusement pour les femmes, j'ai l'impression, qui doivent un peu justement toujours être à la page, sinon, elles subissent autant la pression des hommes que de la fête que des femmes, hein. Les femmes elles-mêmes se mettent la pression entre elles et ça, je pense que c'est déjà un des premiers points qu'il faudrait aussi, pas changer en fait, c'est les mentalités. Mais par contre, j'ai pas l'impression que les hommes soient moins, soient moins impliqués. C'est juste qu'en fait, eux, ils ont une autre façon de penser et puis ils sont justement aussi beaucoup plus discrets. Ils vont beaucoup plus vite droit au but et ils sont pas en train de prendre 50 selfies, pour leur compte Instagram pour montrer qu'ils ont acheté un pull, par exemple. Après, il y avait une autre personne qui justement parlait je me rappelle plus exactement totalement de la question, mais justement au niveau de la société, qui disait que je crois que justement elle avait plus l'impression que ça venait du top down et pas voilà, de en bas. Mais moi je pense que ça c'est justement pour moi c'est faux dans le sens qu'avant qu'on rentre dans cette phase de pandémie, on avait quand même beaucoup de personnes voilà, qui ont manifesté pour le climat, pour l'environnement en général et puis la mode en fait, c'est justement une des thématiques de l'environnement. Donc je pense que dans la globalité, les gens sont maintenant beaucoup plus conscients et ont envie d'agir et je trouve que c'est vraiment une bonne chose et puis que le fait aussi que nous, on soit toutes là en train de discuter de cette thématique, ça montre que c'est un des sujets qui sont de plus en plus, voilà, des sujets que les gens ont envie de comprendre et ont envie ou auxquels ils ont envie de participer. Donc encore une fois, merci au MEC de nous avoir invités et oui, pour moi, c'est vraiment aussi une question de perspective. C'est que nous, dans notre culture occidentale, on pense comme ça, mais dans plein d'autres cultures, comme le mentionnait justement avant, Karine, heu, le rapport en fait aux valeurs est totalement différent et c'est ça aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier en fait. C'est justement quel rapport on a aux valeurs Mmh. et pas penser qu'on est une goutte dans l'océan, mais que justement c'est toutes les gouttes qui vont former l'océan. Merci beaucoup. Je vois que Aurélie est là, ça veut dire que le temps Ouais, le temps est fini. Merci beaucoup, à tous les intervenants, et je pense que je passe la parole à Aurélie pour, quelques remarques à la fin. C'est Anouk, mais c'est pas grave. Merci, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Katia, pour cette médiation et merci à toutes les intervenantes pour vos propos très intéressants. Je pense que toutes vos interventions nous auront donné à réfléchir et j'espère qu'elles nous donneront à agir aussi. C'est le but de tout ça. Je vous invite évidemment à venir visiter le MEG pour que vous puissiez tous et toutes étoffer ces réflexions. Toutes les participantes sont taguées sur notre post Instagram. Ça vous permettra de les suivre et de suivre les différentes initiatives de chacune. Nous allons aussi vous envoyer à tous et à toutes un lien avec tous les liens, ça fait beaucoup de liens dans une phrase, mais avec tous les liens des initiatives qui ont été citées, des différents sites internet, des boutiques, etc., qui vous permettent de pouvoir agir et de devenir, si possible, de pas trop grands consommateurs, mais des consommateurs et actrices. Merci Jeanne, à qui je reprends cette expression. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci Anouk, merci à tout le monde.